Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était au moment de prendre ses fonctions à Matignon. François Bayrou avait parlé d'un Himalaya de difficultés. Il y est. Le Premier ministre va donc dégainer le 49.3 cet après-midi pour faire adopter le budget 2025 sans vote. La gauche a déjà annoncé la couleur. Elle déposera une motion de censure, mais il y a deux inconnus. La position des socialistes reste assez floue et à l'autre bout du spectre, le Rassemblement national entretient le mystère sur ses intentions. Arthur Delaborde. François Bayrou lie son sort à celui du budget. De nouveaux échanges entre la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, et les responsables parlementaires sont prévus aujourd'hui. Mais le fond du projet de loi de finances ne bougera plus selon Bercy, qui parle simplement de possibles ajustements techniques. Malgré des concessions évaluées à 5 milliards d'euros, le Premier ministre ne sait pas s'il bénéficiera de la bienveillance du PS. Du conclave sur la réforme des retraites au maintien des conditions d'accès à l'aide médicale d'État, François Bayrou a multiplié les gestes à destination des socialistes qui pourtant songent toujours à voter la censure. Le Premier ministre surveille également l'attitude du RN qui semble souffler le chaud et le froid. Les troupes de Marine Le Pen exigent notamment le retrait d'une disposition technique sur le prix de l'électricité. Le PS comme le RN optent pour l'ambiguïté stratégique, mais ils savent que le coût politique et économique d'une censure serait beaucoup plus élevé que celle du gouvernement Barnier, se rassure un proche de François Bayrou. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Il n'y aura pas un, mais deux budgets examinés aujourd'hui à l'Assemblée. À celui de l'État, il faut ajouter le budget de la sécurité sociale. Pour boucher les trous, le texte prévoit une hausse des taxes sur les jeux en ligne. Les sites de paris sportifs n'y échapperont pas. C'est la mise à mort d'une partie du secteur, prévient Nicolas Béraud. Il est président de l'Association des entreprises de jeux en ligne. C'est une vraie catastrophe pour les entreprises du jeu en ligne, pour deux raisons. Première raison, c'est que le niveau de taxe qui est prévu dans ce texte est extrêmement élevé. Nous sommes un secteur qui est déjà taxé très fortement. Par exemple, sur le pari sportif en ligne, le niveau de taxe est d'environ 64% sur les revenus qui reviennent à l'État. Et si ce niveau de taxe était voté, on mettrait en danger de nombreuses entreprises du jeu en ligne. C'est 12 000 emplois directs ou indirects, 1,5 milliard de taxes collectées pour l'État. C'est aussi 150 millions d'euros reversés à la filière sport. Le deuxième problème majeur, c'est une distorsion de concurrence très importante avec la FDJ. L'État est actionnaire à 20% de la FDJ. Et en focalisant les taxes sur les opérateurs de jeux en ligne, quelque part, ils détruisent la concurrence de la Française des Jeux au détriment du secteur. Le président de l'Association des entreprises de jeux en ligne, Nicolas Béraud, avec Guillaume Dominguez. Recalé, l'insoumis Louis Boyard, nettement battu au second tour de la municipale anticipée qui avait lieu à Villeneuve-Saint-Georges, près de Paris. Nette victoire de la droite LR incarnée par Christelle Niasme. Sa liste recueille 49% des suffrages, un peu moins de 39% pour le candidat LFI Louis Boyard. Le sursaut de participation entre le premier et le second tour ne lui a pas été favorable. Alexis de la Fontaine. Oui, l'enseignement principal de la soirée, c'est que la France insoumise n'a toujours pas réussi à remporter une grande mairie seule, y compris dans des villes avec une très forte immigration, en attirant le vote communautaire via des soutiens du Hamas et malgré une implication personnelle de Jean-Luc Mélenchon dans la campagne. En réalité, sans un accord avec le reste de la gauche, LFI continuera encore et toujours de perdre. Louis Boyard le sait et en veut énormément à ses partenaires. Où étaient les écologistes ? Où étaient les communistes ? Où étaient les socialistes ? Où était-il quand on a imploré la fusion ? Il n'était pas là. Où était-il quand on a eu besoin d'avoir du soutien, quand on a qualifié notre liste de communautaristes? Il n'était pas là. Près d'un an avant les municipales de 2026, les socialistes, écologistes et communistes ont donc la preuve ce matin qu'ils peuvent espérer garder les mairies de Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Nantes et Rennes sans avoir à s'allier avec les insoumis. Jean-Luc Mélenchon, qui avait tout misé sur cette élection pour essayer de faire plier ses partenaires dans les mois à venir, risque de connaître une nouvelle déroute électorale. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. À Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, on votait pour élire le successeur du macroniste Stéphane Séjourné à l'Assemblée. Premier tour de législatif partiel favorable à la candidate LR Elisabeth Demestre, arrivée en tête avec 20 points d'avance sur le candidat Horizon qui recueille moins de 20% des voix. Et aux États-Unis, la guerre commerciale de Donald Trump devient réalité. Le Mexique, le Canada et la Chine sont dans le viseur du président américain. Alors, il a prévu de discuter avec le Premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau. Il s'entretiendra également avec le gouvernement mexicain. Mais Donald Trump est déterminé à augmenter les droits de douane de 25%. Est-ce qu'il pourrait revenir sur sa décision ?
Réponse du président Trump. Non, absolument pas. Pas maintenant. C'est une période économique particulière. Nous avons un grand déficit avec ces 3 pays. Dans le premier cas, cela va permettre de freiner le trafic de fentanyl qui tue des milliers de personnes par an. Dans les 2 autres cas, nous avons un gros déficit. Ils nous ont traités injustement. Le président Donald Trump bien décidé à rééquilibrer les échanges en sa faveur. Wilfried de Villers, le décret présidentiel sera signé au plus tard demain. Oui, cette hausse des tarifs douaniers vise les 3 principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Les produits en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine représentent près de 40% des importations américaines. La réaction des pays concernés ne s'est pas fait attendre. Côté canadien, le Premier ministre Justin Trudeau a promis des représailles fortes. Le Canada répondra à l'action commerciale des États-Unis en imposant des droits de douane de 25% sur des produits américains d'une valeur de 155 milliards de dollars canadiens. Des premières mesures canadiennes appliquées dès demain sur 30 milliards de dollars de produits américains, des appareils électroménagers au Bourbon en passant par les fruits ou encore le plastique. Réponse quasi similaire du Mexique par la voix de sa présidente Claudia Sheinbaum qui assure elle aussi des taxes supplémentaires. Enfin, le 3e pays visé par Donald Trump, c'est la Chine qui devrait déposer cette semaine une plainte contre Washington auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Et si le président américain promet une stratégie payante sur le long terme, il a admis ouvertement hier qu'elle pourrait, dans un premier temps, peser sur les entreprises et les citoyens américains. Sa guerre commerciale devrait entraîner une hausse des prix considérable dans le pays. Wilfried de Villers et les Européens ciblent des mêmes reproches. Leurs produits seront également surtaxés à l'entrée aux États-Unis. Bruxelles prépare sa riposte. Allez, retour en France dans la vallée de la Tarentaise. On va prendre des nouvelles de la nationale 90, très endommagée après l'éboulement rocheux de ce week-end. Les travaux de purge de la falaise d'où se sont échappés ces blocs ont commencé. Cet axe routier entre Albertville et Moutier dessert de nombreuses stations de ski savoyardes. La circulation a été très difficile tout le week-end et ça va durer au moins jusqu'aux vacances de février. Noémie Loisel, vous êtes la correspondante d'Europe 1 dans la région. Les autorités ont donc paré au plus pressé. Oui, le tunnel du Pont-Sauron, habituellement réservé à la descente, restera ouvert à double sens. C'est la seule voie qui permettra d'accéder aux stations de ski. 50 000 véhicules sont attendus le week-end prochain, c'est 5 000 de plus que ce week-end. La circulation risque à nouveau d'être très difficile, car seulement 1000 véhicules peuvent circuler par heure dans ce tunnel pour des raisons de sécurité. Jean-Luc Bock, le maire de la Plagne tarentaise et président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, conseille d'anticiper ces déplacements. Partez le plus tôt possible, dormez en route le vendredi soir pour être le plus proche possible de la zone à traverser, c'est-à-dire Moutier, juste après Albertville. Et comme ça, vous pourrez passer depuis le matin très tôt jusqu'à très tard le soir et on va répartir le flux de véhicules sur toute la journée dans la zone d'arrivée. Des centres d'hébergement d'urgence pourraient être de nouveau ouverts, poursuit le maire de la Plagne tarentaise. Samedi soir, 1500 personnes bloquées dans les embouteillages ont été accueillies dans plusieurs villes de Savoie. Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Christophe Lamarre, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito écho. On va parler de cette révolte des grands patrons qui se rebiffent contre l'excès de normes, contre les hausses d'impôts prévues par le budget 2025. Ce que ça dit du climat des affaires en France avec Olivier Babot, c'est dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli. Alors le parti va-t-il censurer François Bayrou ? On lui posera la question dans un instant. Bon réveil avec Europe 1.